Patrick Payet, bonjour. Bonjour. Patrick Bayon. Bonjour. De la même façon, bienvenue sur Luchon Express TV. Tout à fait. Et je crois que nous allons nous rencontrer aujourd'hui pour un sujet bien particulier sur Luchon, à savoir les canaux. Exactement, exactement. Merci à Christian d'être venu, merci à Luchon Express TV. Alors nous allons parler avec Patrick des canaux. Bon, c'est pas les canaux de Venise que nous avons ici, ni les canaux de Bruges en Belgique. Mais néanmoins, nous avons des canaux qui ont servi depuis très longtemps. Donc, et je passe la parole donc à Patrick qui va nous expliquer ça. Donc de quand datent ces canaux, à quoi ils ont servi, etc. etc. Voilà, à toi Patrick. Oui. Alors, tout à fait, bonjour à tout le monde. Ces fameux canaux, forcément, comme tu viens de le dire, il ne faut pas imaginer que Luchon, ça pouvait être Venise, d'autant que ces canaux ne sont jamais servis à circuler. Donc déjà, d'entrée, on est tranquille, on évacue ce sujet-là. Non, il y avait deux types, c'est-à-dire qu'on trouve encore des vestiges de canaux à travers Luchon et que la ville a grandi autour de ces cassettes, a grandi autour de ces canaux et donc finalement ils se retrouvent en pleine ville alors qu'ils étaient à la périphérie avant. Alors ces canaux, il y avait deux types d'hydraulique un petit peu sur Luchon qui ont été exploités. Un c'était l'hydraulique que j'appellerais de l'hydraulique domestique, c'est-à-dire qui faisait à la fois l'adduction d'eau et les évacuations d'eau. Donc ces adductions d'eau en fait c'est ce qu'on appellerait des rigoles, mais qui étaient quand même beaucoup plus profonds que les rigoles que l'on peut connaître, les rigoles de surface actuellement dans les rues, qui permettaient en fait d'amener l'eau dans toute la ville, parce que il n'y avait pas le réseau d'eau potable de réseau 31 ou de la Lyonnaise des eaux fut un temps, donc voilà. Ça c'est alors l'eau on la prenait où? On la prenait d'un côté à la pique, puisque Luchon est construit et bâti directement entre les deux rivières que sont l'Aune et la Pique. Et donc d'un côté on la prenait à l'Aune, de l'autre côté on la prenait à la Pique. Le réseau d'eau potable en fait au départ c'était deux gros bassins réservoirs qu'il y avait, un qui se situait, on va y revenir tout à l'heure avec le canal de la ville, qui se situait à la sortie de la ville du côté des usines EDF, et le deuxième qui était à Beauregard, à peu près un petit peu plus bas que l'usine actuelle des Rochers. Ah d'accord, voilà. Donc il y avait un bassin d'eau. Voilà, il y avait deux bassins d'eau de chaque côté pour pouvoir en fait avoir l'eau potable dans Luchon. Ça c'est surtout des bassins qui ont été exploités au 19e siècle, parce qu'auparavant c'était uniquement les canaux qui permettaient d'amener la flotte comme ça. D'accord. Alors, ces deux gros bassins ont disparu au moment où on s'est branché sur Nawons. À Ravi, quand on a capté l'eau de Nawons, à ce moment-là, le bassin de Beauregard tout d'abord, et ensuite celui du canal de la ville ont été rasés et n'ont plus été une étape utile. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un bassin. Par rapport à la pisciculture qu'il y avait à Saint-Mamé, c'était à côté. Ça n'a rien à voir, c'est à côté, c'est pas la même rive. C'est pas la même rive. C'est pas la même rive. Nous sommes sur Luchon, nous sommes sur la rive gauche, puisque et Saint-Mamé, la pisciculture, c'est quand même sur la rive droite. D'accord. Ça, c'est les canaux qui concernaient Saint-Mamé. La frontière entre Saint-Mamé et Luchon est bien au pont de Saint-Mamé. C'est la Pique qui fait la frontière entre les deux, la limite entre les deux communes. Donc ces canaux, en fait, au départ, c'était canaux de surface, donc il fallait amener l'eau comme ça. Puis après, petit à petit, on a essayé d'amener ça directement dans les fontaines avec des réseaux, des petits canaux, des petites canalisations souterraines. Donc il y avait des fontaines un petit peu éparpillées à travers la ville. Et ensuite, on a eu les adductions d'eau petit à petit au cours du XXe siècle qui ont été installées dans les différentes maisons, certainement les maisons les plus connues ou les hôtels tout d'abord. Et ensuite, moi je me souviens, mes grands-parents qui habitaient derrière la place Varcugnas, ils ont disparu en 1970, ils n'avaient jamais eu l'eau potable à la maison. Ouais. Il y avait la fontaine en face, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine, c'était pas les seuls en plus. Hein. Ah, donc voilà, il y avait la fontaine. Donc dans les années 1970, il n'y avait pas encore l'adduction d'eau partout. Non, il n'y avait pas l'eau partout. Et ça c'est intéressant de le savoir. Voilà, il y avait l'eau partout, elle a été après à partir des années 80, sous la période de Jeannot Pégraphite. Alors cette eau, il y avait l'eau potable qui arrivait, on évacuait aussi, alors ça donnait lieu à tout un tas de litiges. Il faut imaginer par exemple que vous aviez des canaux qui descendaient toutes les Aïtini, un de chaque côté, au ras des maisons, parce que les trottoirs n'appartiennent pas aux propriétaires limitrophes, quoi qu'ils en disent, ils
ils exploitent sur les terrasses, ça appartient bien, les trottoirs, ils ont été faits en 1913, ils appartiennent à la municipalité. Donc les canaux étaient tout le long des maisons, comme ça. Évidemment, chacun puisait ou relâchait ce qu'il avait mis, ce qu'il voulait. Donc, je vous laisse imaginer en bas des Haïtinis ce qu'on pouvait récupérer. Là, on trouve des plaintes, par exemple, parce qu'après, il y a tout le secteur devant le bar, le Bellevue, là, qui est ce qu'on appelle le Puntet. Oui. Ça s'appelait le Puntet tout simplement parce que dans la rue Victor Hugo, en face, descendaient deux canaux, un de chaque côté, qui s'embarquaient sur la rue Martine. C'est ce qu'on appelait l'aqueduc de Piquet. Pourquoi? Parce qu'en fait, après la rue Lamartine, ça s'appelait l'avenue ou la rue de Piquet. On allait vers les champs de Piquet, vers le lycée, ce secteur-là. Et donc, ces deux canaux, ils ont été couverts dans les années... Ils n'étaient pas intégralement couverts dans les années 70. Ils ont été terminés, en fait, ça a été dans la fin des années 70, on a fini de les couvrir intégralement. Mais par endroits, on les voyait encore circuler. Et juste sur la petite placette là, qui est devant le bar Le Bellevue, là, simplement ça s'appelle le Puntet parce qu'il y avait un Puntet. Il y avait le petit pont, c'était le Puntet de Tito. Alors, à l'origine, le Tito c'était un Espagnol qui s'appelait Balarén. Pourquoi on lui avait donné son nom, je ne sais pas, peut-être qu'on avait dû le trouver sous le pont, on allait savoir. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était le Puntet de Tito. Donc il y avait un petit pont pour enjamber en fait l'aqueduc. Les deux aqueducs se trouvaient de part et d'autre de la rue Lamartine. D'accord. Et donc cette rue de Piquet, elle a récupéré avec ces deux aqueducs, elle a récupéré les eaux usées, le pluvial, les adductions d'eau pour l'irrigation par les prés vers la rue Alexandre Dumas actuellement. Elle a récupéré toutes les rues adjacentes, sauf la partie haute des allées Étigny qui repartait par ce qu'on appelait la rue d'Espagne, la rue des Martyrs de la Résistance. Et là, par un petit passage de la treille ou la treillette là, qui aboutit derrière la maison du docteur Boub, là sur la place Richelieu, la place qui a devant l'entrée du casino, là il y avait un puits perdu. Et donc toute la flotte de la partie haute des Haïtini était récupérée de ce secteur-là. Dans ce secteur-là. Voilà. Après, toutes les rues étaient équipées pour évacuer la flotte soit d'un côté soit de l'autre. Il y avait des endroits qui centralisaient, comme la rue de Piquet ou donc comme je viens d'en parler là de la rue d'Espagne. Sinon, on trouvait aussi dans les adductions d'eau un apport qui était fait par l'aqueduc d'amener d'eau aux thermes. Alors il y avait des eaux thermales chaudes, là on sait à quoi ça servait, mais il fallait aussi refroidir ces eaux-là. Pour pouvoir refroidir ces eaux-là, on avait utilisé de l'eau de la Pique. Alors on allait la prendre à l'endroit de l'usine des Rochers. D'accord. L'usine actuelle. L'usine actuelle. Sur l'autre rive, forcément. Les on est toujours sur le D'accord. On la prenait là, donc on mettait de l'eau au réservoir à Beauregard, forcément, pour l'adduction d'eau après, pour la réduction d'eau potable. Puis ce canal venait à flanc, au niveau de la fontaine de Carawet. D'accord. Et sortait en partie dans le lac des Quinconces, il fallait alimenter le lac des Quinconces. Il y a encore la sortie. Oui, j'ai encore la sortie. Mais le lac des Quinconces date de quand? Ça c'est en fait c'est quelque chose qui a été aménagé, c'est un jardin qui a été aménagé en même temps que les thermes, c'est quelque chose qui date du 19e siècle, c'est la période de la construction des thermes Chambert et tout ça. Donc il faut imaginer que les eaux des thermes, les eaux usées des thermes, il fallait quand même en faire quelque chose. Donc en fait elle partait sur un aqueduc qui traversait toute l'allée des Bains. Et qui allait se jeter à l'endroit où il y a actuellement la station de Mont-Rostand. Et il existe encore. Oui, ça je m'en souviens parce que quand j'étais pêcheur, les truites se mettaient là-dedans. Et il existe encore, on voit en hiver, comme l'eau est tempérée, on voit la petite fumée de la flotte qui rentre dans l'eau glacée de la Pique. Et donc, il y avait à l'endroit où il y a le kiosque, à l'origine, il y avait une grande mare qui avait été plus ou moins aménagée tout autour, ça faisait un peu piscine, où les luchonnais passaient avec les chevaux, allaient soigner les blessures des pieds des chevaux, et puis s'ils avaient des blessures eux-mêmes, ils les soignaient au même endroit, donc un petit mélange entre la barrigine
et puis le reste des chevaux, bon, enfin bref. Et donc ça avait été assaini, et puis quand ils en ont fait un jardin un petit peu un jardin anglais, au moment où ils ont fait les thermes Chambert, c'est à ce moment-là qu'ils ont tout aménagé avec des essences d'arbres et tout. Il y avait des tulipiers, des essences d'arbres qui étaient quand même pas très communes ici, bon, pour en faire un jardin d'agrément. Ah oui, d'accord. Donc cet aqueduc qui a mené, pour revenir à l'aqueduc des eaux de terme, il arrivait jusqu'au terme, et donc il lâchait, il y avait une partie de l'eau qui était là pour alimenter le lac de Caïcos, et qui continue du reste. Ah oui, ça je sais. Voilà. Oui. Et on voit la petite cascade. Ça passe en dessous du château que vous avez, que tu as sur la droite en montant en supérieur. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc ça, une partie de l'eau aussi était utilisée pour pouvoir faire l'adduction de la partie haute des allées d'Itigny. Il y avait des fontaines, il y en a encore une d'ailleurs devant le bosquet, je ne sais pas si elle a encore en fonctionnement, mais il y était. Et donc ces fontaines, quand elles fonctionnaient, l'eau évacuée, elles utilisaient tous les canaux de l'allée d'Itigny. Ça, c'est les canaux principaux d'adduction d'eau donc domestique. Il faut savoir aussi qu'à l'angle des thermes, comme il y avait quand même un apport d'eau assez important avec ce canal, il y avait, au début du 20e siècle, on y avait adjoint une petite centrale hydroélectrique, enfin centrale, petite unité hydroélectrique. Ça faisait c'était plus vers la fin du 19e que sur le début du 20e même, ça faisait l'électricité pour les thermes. Ah bon? Ouais. Et à quel endroit ça fait? À l'angle des thermes Chambert, un petit peu plus au niveau du pavillon du Prince Impérial. Ah bon? Ouais, derrière là. Il y avait une centrale électrique à cet endroit. Une centrale électrique, c'est bien grand. Oui, non, mais je comprends. Il y avait une génératrice. Voilà, une génératrice. Ouais, qui produisait de l'énergie. Lors des travaux du Prince Impérial, du pavillon du Prince Impérial, ils avaient trouvé les restes, les vestiges de cette installation hydroélectrique. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a été après abandonné parce qu'il y a eu la compagnie fermière là, du casino et des thermes qui s'était montée là, et l'électricité avait fonctionné autrement, puisque ça avait alimenté d'autres choses. Donc ça c'est pour ce qui est de l'alimentation disons domestique, sachant que après, sur toute la partie basse de la ville, l'alimentation domestique elle va être inféodée à ce que j'appellerais moi l'hydraulique énergétique, c'est-à-dire les canaux qui avaient été créés pour pouvoir alimenter des moulins, des scieries et autres installations un peu de ce style-là qui fonctionnaient donc avec le cours d'eau que l'on avait détourné. Principalement, c'était des eaux qui étaient utilisées à partir de l'Aune. On va revenir de suite là-dessus, on va essayer de le contextualiser d'abord, parce qu'en fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'il faut imaginer qu'il y a eu une exploitation forestière un peu anarchique pendant quelques siècles. Il y avait une partie du bois qui était exploité ici. Moi, je parle du 15e jusqu'au 18e. Le bois qui était exploité partait sur Toulouse, soit en bois d'œuvre, soit en bois de chauffage. Bon, il y avait on le faisait flotter sur la pique, et ensuite ça faisait des radeaux, on fabriquait des radeaux avec, et puis ensuite ça partait sur Toulouse. Les radeaux étaient fabriqués à Sierp, non? Principalement oui, parce que jusqu'à Sierp c'était difficile de pouvoir faire des radeaux. Il faut imaginer qu'il y avait plus d'eau que maintenant quand même, parce qu'il n'y avait pas les barrages, il y avait pas les régimes n'étaient quand même pas coupés comme c'est pas comme maintenant. Voilà, il y avait un peu plus d'eau, mais on faisait flotter le bois. Il fallait, là c'était ceux qui allaient faire les râteliers après étaient obligés de rentrer dans la pique pour aller faire rouler les grumes dans la flotte pour pouvoir les faire descendre jusqu'en bas. Et donc cette exploitation forestière, elle a été réglementée. Ça, c'était à la période de Louis XIV, en fait, surtout qu'elle a été réglementée, parce que Louvois, le ministre de la Marine de Louis XIV, avait besoin de bois pour restructurer sa marine. Donc on était en guerre à ce moment-là, un coup contre les Espagnols, un coup avec les Anglais, un coup contre les Anglais. Bon, pendant 120 ou 130 ans, il faut imaginer que la France était entourée par l'Espagne. On avait l'Espagne continentale de l'autre côté des Pyrénées, mais on avait la frontière franc-comtoise, c'était les Espagnols, les Belges là-haut, c'était pareil, c'était les Espagnols. Donc on est entouré par les Espagnols qui étaient
une famille, c'était les Habsbourg, hein, c'était lié avec l'Autriche, donc la France politiquement était un petit peu serrée, là, donc on était en guerre en permanence, soit d'un côté, soit de l'autre, et donc il a fallu faire, on avait un gros besoin de bois, et donc à ce moment-là, il a fallu essayer de réglementer un petit peu l'exploitation de ces bois dans les Pyrénées, et à cette occasion, donc on a structuré un petit peu ce qui après a donné l'ONF d'ailleurs, hein, mais c'était les eaux et forêts, il a fallu le structurer et réglementer l'exploitation de ces bois. Parce qu'il faut imaginer quand même quelque chose, c'est que quand De Froidour vient à la fin du XVIIe siècle, quand il vient ici, dans les années 1660-1670, quand il vient ici, la moitié des forêts qu'il y avait sur la montagne Super-Bagnères avait été rasée, carrément. Oui, puisqu'il n'y avait que des prés. Là, ça c'est la partie basse, mais tout ce qu'il y a un petit peu plus haut, un petit peu plus versant sud, il y avait quand même des forêts de sapins, des forêts de hêtres, ça avait été rasé, ça avait été exploité par un certain monsieur Ravi, qui a laissé son nom au fameux plan de Ravi, voilà, qui était un exploitant forestier toulousain, qui avait eu la possibilité des adjudications des forêts, que ce soit celle de Saint-Aventin ou celle de Luchon, ce qui fait que tout avait été rasé, lui c'était coupe blanche. Donc pour pouvoir éviter ce genre de choses, parce qu'après derrière forcément il y avait aussi l'érosion et tout ce qui pouvait en découler. Et donc, à l'issue de ça, on a structuré donc l'exploitation forestière. Il y avait aussi quelque chose qui était très gourmand en bois, c'était les forges à la catalane. C'est des forges, un type de forge qu'on retrouve uniquement dans les Pyrénées, qui fonctionnaient avec beaucoup de charbon de bois. Et du charbon, ce qui était prisé, c'était le charbon de bois de hêtre. Alors ça, c'était donc un gros consommateur. On en avait quelques-unes de forges ici, on avait une à Burin et on en avait une à Fos. Donc c'était pas mal gourmand en charbon de bois. Donc il fallait couper. Il fallait couper, il fallait amener le bois. Donc d'une manière ou d'une autre, ça a été réglementé. Et comme toute réglementation, ça met un certain temps à se mettre en place et à être observé, et surtout à être détourné. Et donc pour éviter ces détournements, on n'a rien trouvé de mieux que de dire, ben voilà, maintenant toutes les scieries qui existent là, c'est rasé. C'est rasé, on n'en veut plus. Et donc, elles auront des autorisations, et ces autorisations, elles seront contrôlées en permanence. Et donc, dans le secteur de Saint-Gaudens, dans la maîtrise de Saint-Gaudens, on s'est retrouvé avec 31 scieries qui ont été démolies, détruites. Alors certains ont réussi au dernier moment à sauver leur scierie. C'était quand ça ? Ça c'était juste à la fin du XVIIIe siècle, 1785-1788. Donc là ça rigolait pas. Là, hein. Ah non, ça n'a pas rigolé. Et là, ces scieries ayant été... Il y en a quelques-uns qui ont réussi à garder ces scieries-là, à les sauver au dernier moment. Et c'est comme ça qu'on a des traces en fait de ce que l'on va aborder là maintenant, c'est-à-dire le canal de la ville, puisqu'il y avait des scieries qui étaient installées là-dessus, et on retrouve ça sur les plans anciens et les plans actuels de la ville de Luchon, justement.